Pour mon 45e anniversaire, ma femme et mes enfants m'ont fait asseoir à la tête de la table pour une surprise spéciale. Ma fille m'a tendu une boîte. À l'intérieur, il y avait un petit trophée en plastique bon marché sur lequel était écrit « Pire déception du monde ». Ils ont trouvé ça drôle. J'ai souri, j'ai dit merci, j'ai soufflé les bougies, je les ai remerciés, puis j'ai nettoyé la table tout seul pendant qu'ils regardaient la télé. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Une semaine plus tard, ma femme s'est présentée à mon ancien travail, en peignoir, en pleurs, criant que je les avais laissés sans rien. Écoutez, je ne suis pas du genre à laver mon linge sale en public. Ruth lèverait probablement les yeux au ciel si elle savait que je suis en train d'écrire tout ça à 2 heures du matin, sur mon téléphone, assis dans mon garage. Mon garage que j'ai construit de mes propres mains, d'ailleurs. Même si, dans la maison, tout le monde l'appelle « la pièce à bazar de papa ». Mais il s'est passé quelque chose hier, quelque chose que je n'arrive pas à évacuer, et j'ai besoin d'en parler, avant que le moteur dans ma tête n'explose. Pour donner un peu de contexte, j'ai eu 45 ans hier. Je suis marié à Ruth depuis 22 ans. Nous avons 2 enfants, Émilie, 19 ans, qui vient de commencer l'université, et Oscar, 14 ans, persuadé qu'il sait tout mieux que tout le monde. Je travaille dans la même usine depuis avant la naissance d'Émilie. Ce n'est pas un boulot glorieux, mais il a toujours permis de remplir le frigo et de garder les lumières allumées. 50 heures par semaine minimum. Je n'ai jamais raté un paiement de crédit immobilier depuis 15 ans. Dernièrement, à l'usine, on parle de licenciement. Tout le monde marche sur des œufs. 3 gars de ma ligne ont reçu leur lettre de licenciement le mois dernier. La direction parle de « réorganisation », comme si ça devait nous rassurer. Ma tension est hors norme. Ruth ne cesse de dire qu'on devrait déménager dans plus petit, tout en rêvant d'une nouvelle cuisine en même temps. Allez comprendre. Hier donc, c'était mon anniversaire. D'habitude, rien de spécial. Peut-être un gâteau acheté en magasin, une carte des enfants, s'ils y pensent. Mais cette année, Ruth m'a envoyé un message pendant ma journée de travail, soit à la maison à 18 h. Dîner spécial pour ton anniversaire. Je vais être honnête, j'ai senti une petite chaleur dans la poitrine. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont enfin remarqué. Ces dernières années ont été dures. Ruth et moi, on ne se parle presque plus, sauf pour gérer les factures. Émilie n'appelle que quand elle a besoin d'argent pour ses bouquins ou je ne sais quoi d'autre dont une fille de 19 ans peut avoir besoin. Oscar passe son temps à jouer ou à éviter mon regard. Je suis rentré à 17h58. Toujours ponctuel. C'est l'un de mes derniers motifs de fierté. J'ai pris une douche pour enlever la crasse de l'usine, enfilé ma seule belle chemise, celle bleu foncé que Ruth m'avait offerte il y a 3 Noëls. Je suis descendu avec cette petite étincelle d'espoir. Idiot, peut-être, mais bien réel. La table était dressée. Pas d'assiette en carton, non. La belle vaisselle, celle qu'on sort uniquement quand la sœur de Ruth vient. Il y avait des bougies allumées. Un gâteau fait maison. Pendant une seconde, juste une, j'ai cru que je comptais. Ruth m'a désigné la tête de la table d'un geste théâtral. Émilie filmait avec son téléphone. Premier signal d'alarme. Mais je l'ai ignoré. Oscar avait un drôle de sourire. Ils ont chanté « Joyeux anniversaire », mais il y avait quelque chose de faux dans leur façon de se regarder. Voilà le problème avec les attentes. Ce sont juste des déceptions emballées, prêtes à être déballées. Après la chanson, Émilie m'a tendu une petite boîte, emballée dans un papier brillant avec un vrai ruban. De la taille d'une tasse. J'ai pensé, waouh, ils ont vraiment fait un effort. Je l'ai ouverte doucement. Ruth m'a toujours reproché de déchirer les paquets comme un sauvage. À l'intérieur, un petit trophée en plastique doré, d'environ 15 cm. Le genre qu'on achète dans une boutique à 1 euro. Je l'ai retourné et j'ai lu la gravure, pire déception du monde. Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Puis ils ont éclaté de rire. Émilie a zoomé avec son téléphone, droit sur mon visage. Elle a dit, allez, dis à papa de faire un discours de remerciement. Ruth riait à en pleurer, on l'a vu et on s'est dit qu'il était fait pour toi. Oscar a tapé dans la main de sa sœur. 22 ans de semaine de 60 heures. 22 ans de parties de pêche ratées pour faire des heures sup. 22 ans à conduire des épaves à 300 000 km, pour qu'eux aient des téléphones et des ordinateurs neufs, et voilà ma récompense. Un trophée. Me traitant de déception, pendant que ma fille filmait ma réaction pour je ne sais quel réseau social. Mon visage a refait ce qu'il a appris à faire il y a longtemps, sourire sans le ressentir. Ma gorge s'est serrée, comme si quelqu'un y avait coulé du ciment.
Mais j'ai hoché la tête, j'ai dit merci, j'ai même levé le trophée comme si j'étais à une cérémonie. Le gâteau? Finalement, il venait bien du commerce. Chocolat, glaçage à la vanille. J'ai soufflé les bougies. Il y en avait 4. Pas 45. Parce que franchement, qui a le temps? Et j'ai fait un vœu. Un vœu dont, honnêtement, je ne suis pas fier. Ruth a servi du gâteau à tout le monde. On a mangé, ils ont parlé d'une émission de télé-réalité dont ils sont tous obsédés. J'ai hoché la tête aux moments appropriés. Le trophée était posé à côté de mon assiette, captant la lumière des bougies. Ce mot, déception, brillait à chaque fois que je bougeais la tête. Une fois le dîner terminé, ils sont tous allés dans le salon. J'ai débarrassé la table, fait la vaisselle, emballé les restes du gâteau. Pendant tout ce temps, je les entendais rire depuis l'autre pièce. À un moment, Émilie a dit quelque chose à propos de ma tête quand j'ai lu le trophée, ce qui a déclenché encore plus de rire. J'ai posé le trophée sur la cheminée. Il semblait que c'était ce qu'il voulait. Puis je suis allé dans le garage, je me suis assis dans mon vieux Silverado de 89, celui que Ruth me supplie de vendre depuis des années. Je suis juste resté là, à regarder le mur perforé, avec tous mes outils suspendus à leur place. Le seul endroit dans cette maison qui soit encore à moi. À 23h43, mon téléphone a vibré, une notification d'Instagram. Émilie m'avait identifié dans une publication. Je n'utilise pas vraiment Instagram, mais j'ai un compte pour surveiller un peu ce que font les enfants. C'était une vidéo. Ma réaction au trophée. Elle avait ajouté une chanson en fond sonore, avec des paroles sur les perdants ou les ratés, je ne sais pas trop. La légende disait, le grand moment de papa, mot dièse papa rate, mot dièse trophée de la honte, mot dièse anniversaire raté. 812 mentions j'aime, déjà. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai rallumé. J'ai vérifié nos comptes bancaires. Le compte joint affichait 4 387,21 €. Le livret avait 11 244,65 €. Le fonds d'urgence de Ruth, que je suis censé ne jamais toucher, contenait environ 5 000 €. J'ai passé la majeure partie de la soirée à faire une liste, les choses que je possède en mon nom, les comptes à mon seul nom, les personnes qui pourraient encore me respecter, les endroits où je pourrais repartir à zéro, ce que je suis légalement obligé de fournir, par rapport à ce que j'ai toujours donné. Il est maintenant 3h29. Je suis assis ici à me rédiger des courriels, à planifier des appels que je passerai demain, à préparer chaque étape. Un homme ne peut être une déception que s'il continue à chercher l'approbation de ceux qui ont déjà décidé de la lui refuser. J'ai essayé trop longtemps de remplir un seau troué. Demain, je vais appeler pour dire que je suis malade. Pour la première fois depuis 3 ans. Pendant que tout le monde sera hors de la maison, je vais commencer à mettre mon plan en marche. J'ai été leur distributeur de billets, leur homme à tout faire, leur punching ball émotionnel depuis bien trop longtemps. Ce trophée en plastique bon marché était le message le plus clair qu'il m'ait jamais envoyé. Tu ne comptes pas ici. Message reçu. C'est tout pour le moment. Vernon, terminé. Merci pour tout le soutien suite à mon dernier message. J'écris ceci depuis mon nouveau logement. Je répondrai aux questions à la fin. D'abord, pour la personne sur Reddit qui m'a envoyé un message privé disant que je devrais juste faire preuve de courage et mieux communiquer, mon ami, on n'éteint pas un incendie de moteur avec un pistolet à eau. Certaines choses sont irréparables. 22 ans à essayer d'en parler m'ont mené exactement là où j'en suis aujourd'hui, tenant un trophée en plastique qui dit que je suis une déception. Alors voici comment s'est passée la semaine suivant mon anniversaire. Attachez vos ceintures. Le lendemain matin, mardi, à 6h15, j'ai appelé pour dire que j'étais malade. Pour la première fois depuis des lustres. Le chef d'équipe m'a même demandé si j'étais en train de mourir. Humour noir, mais pas si loin de la vérité. J'ai attendu 8h37, quand Ruth est partie faire les courses avec sa sœur. Émilie était à la fac, et Oscar avait pris le bus pour l'école. C'est alors que j'ai lancé l'opération « Reprendre ma vie ». Je suis un homme méthodique. Ma boîte à outils a des mousses découpées sur mesure pour chaque clé. Tout à sa place. J'ai abordé ça comme si je réparais une boîte de vitesse. Identifier le problème, rassembler les bons outils, démonter pièce par pièce, et reconstruire quelque chose qui fonctionne vraiment. Première étape, notre bureau à domicile. Ruth y garde le classeur de documents, à sa manière. Ce qui signifie que j'ai passé 45 minutes à fouiller dans des dossiers aux étiquettes très utiles du type « trucs importants » ou « à voir ». Ce que j'ai trouvé a transformé mon irritation en incendie. 3 relevés de cartes de crédit que je n'avais jamais vus.
Un solde combiné de 34 622 € et des poussières. Des paiements mensuels minimum qui expliquaient pourquoi notre compte commun semblait toujours plus vide que prévu. Des achats dans des enseignes que je ne connaissais même pas. Une facture de téléphone séparée pour un numéro que je ne reconnaissais pas. Conseil du jour, si vous comptez cacher une infidélité financière à votre conjoint, évitez de laisser les relevés dans un dossier marqué « Mes affaires ne pas toucher », écrit en rouge au feutre. J'ai tout pris en photo. Je n'ai rien emporté, juste documenté. Ensuite, je suis allé à ma banque. Pas l'agence habituelle que Ruth et moi fréquentons, non. Une autre, de l'autre côté de la ville. Le conseiller clientèle avait l'air inquiet quand je lui ai expliqué que je voulais ouvrir un compte séparé. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison. Je lui ai juste répondu, parfois, le voyant du moteur s'allume pour une raison. On peut l'ignorer un moment, mais à la fin, quelque chose finit par exploser. À midi, j'avais un nouveau compte courant à mon nom seul, un formulaire de changement de virement pour mon prochain salaire, et le nom d'un conseiller financier que la banquière m'a recommandé. Étape suivante, le supermarché. J'ai acheté un de ces téléphones prépayés. Rien de sophistiqué. Juste appel et texto. Payé en espèces. Activé dans le parking. Vers 14 h, j'ai appelé Jack, un ami de mon ancien quartier qui est responsable de la maintenance dans un immeuble. Je lui ai demandé s'il avait un logement disponible. Il en avait un appartement, une chambre, rien d'extraordinaire mais propre. Je pouvais emménager immédiatement si je payais le premier et le dernier mois de loyer d'avance. C'était réglé. Le mercredi matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Le superviseur m'a parlé d'une opportunité de formation prévue la semaine suivante, 5 jours au bureau régional. Le timing était parfait. Je me suis porté volontaire immédiatement. Personne d'autre ne voulait y aller, d'habitude c'est d'un ennui mortel. J'ai donc été approuvé sur le champ. Ce soir-là, au dîner, j'ai essayé une dernière fois. Vraiment. J'ai demandé à Ruth ce qu'elle pensait de l'idée qu'on consulte un conseiller conjugal. Elle a ri et m'a dit qu'on n'avait pas besoin de payer 100 € de l'heure pour entendre que je devais me détendre. Émilie a ajouté que je faisais tout un drame et a levé les yeux au ciel. Oscar, lui, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Le jeudi après le travail, je suis passé à l'appartement. J'ai signé le bail, remis l'argent et reçu mes clés. L'endroit sentait la peinture fraîche et la moquette neuve. Une chambre propre, une petite cuisine, une salle de bain avec une douche qui avait connu de meilleurs jours, mais c'était à moi. À moi seul. Personne pour m'y traiter de déception. Jack m'a aidé à y transporter un matelas d'occasion qu'il avait en stock. Les vrais amis ne posent pas de questions quand tu débarques avec besoin d'un toit. Ils te tendent une bière et te demandent si tu veux de l'aide pour porter les meubles. Le vendredi, pendant la pause déjeuner, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis connecté à mon compte de retraite complémentaire et j'ai demandé un prêt dessus. Pas la totalité, juste assez pour me donner un peu de marge pendant que je remettais de l'ordre dans ma vie. Le site disait que cela prendrait entre 3 et 5 jours ouvrables. Ce soir-là, Ruth a évoqué l'idée de rénover la salle de bain principale. Elle m'a dit qu'elle regardait des équipements en ligne, que ça coûterait probablement autour de 12 000 €. Elle m'a demandé si je pouvais faire des heures supplémentaires. J'ai hoché la tête, dit que je verrais ce que je pouvais faire, tout en sachant pertinemment que je ne serais plus là pour installer quoi que ce soit. L'ironie de l'avoir planifié des ajouts pendant que je préparais mon départ ne m'a pas échappé. Le samedi matin, Ruth et les enfants sont partis chez sa mère, à environ 1 heure de route. Ils font ça une fois par mois, passent la nuit là-bas, reviennent le dimanche soir. Avec la maison vide, j'ai mis mon plan à exécution. Je suis allé dans notre chambre et j'ai rassemblé uniquement ce qui m'appartenait vraiment, la montre que mon père m'avait laissée en mourant, ma bague de foot du lycée, les disques vinyles rares que j'avais collectionnés au fil des ans, l'album photo de mes parents et de mon enfance, des vêtements que j'ai fait tenir dans 2 sacs de sport, mes outils du garage, la seule chose que je ne pouvais absolument pas laisser derrière moi. Dans le bureau, j'ai fait des copies des déclarations d'impôts des 7 dernières années, des relevés de prêts immobiliers, des polices d'assurance, des certificats de naissance et de mariage, des relevés bancaires montrant mes contributions, une feuille de calcul que j'avais créée, listant chaque achat important que j'avais fait pour la famille. J'ai laissé tous les originaux. Il ne s'agissait pas de voler des documents, mais simplement de me protéger. En milieu d'après-midi, mon petit appartement avait changé, d'un espace vide, il était devenu sobre, mais fonctionnel. Le matelas posé au sol, une table pliante avec une chaise, mes outils bien rangés le long d'un mur. Ce n'était pas digne d'un magazine de décoration, mais ce n'était pas censé l'être. Le dimanche matin,
je me suis assis à cette table pliante et j'ai écrit 3 lettres. Une pour Ruth, une pour Émilie, une pour Oscar. Celle pour Ruth était directe. Je lui expliquais que je partais, que je ne m'opposerais pas à un divorce si elle en voulait un, que j'avais découvert ses cartes de crédit cachées, que 22 années à être traité comme un distributeur automatique et une blague avait fini par épuiser ma source. Que je continuerais à subvenir aux besoins d'Oscar puisqu'il était encore mineur, mais que je ne financerais plus le style de vie de personne. Celle pour Émilie était plus courte. Je lui disais que les adultes doivent faire face aux conséquences de la manière dont ils traitent les autres. Que filmer l'humiliation de quelqu'un pour obtenir des likes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une blague, c'est de la cruauté. Que je l'aimerais toujours, mais que je ne serais plus une réserve d'urgence. Et que, lorsqu'elle serait prête à avoir une relation basée sur le respect mutuel, ma porte lui serait ouverte. Celle pour Oscar a été la plus difficile à écrire. Il a 14 ans, il cherche encore qui il est. Je lui ai dit que je ne l'abandonnais pas, que je continuerais d'être son père, qu'il pouvait m'appeler à tout moment sur mon nouveau téléphone, que ce n'était pas de sa faute, mais qu'il était assez grand pour comprendre que la manière dont on traite les autres, ça compte. J'ai inclus ma nouvelle adresse et lui ai dit qu'il aurait toujours une place avec moi, s'il en avait besoin. J'ai scellé chaque lettre dans une enveloppe avec leur prénom. Le dimanche soir, ils sont rentrés de chez leur grand-mère. Oscar m'a dit que son PC de jeu avait un souci. Il m'a demandé si je pouvais y jeter un œil le lendemain. J'ai dit que oui, tout en sachant que je ne serais plus là pour le faire. Émilie a parlé d'un événement sur le campus pour lequel elle avait besoin d'argent. Ruth s'est plainte de la cuisine de sa mère. Une soirée de dimanche classique. Une fois tout le monde couché, j'ai posé les 3 enveloppes sur la table de la cuisine, appuyé contre ce fichu trophée que j'avais déplacé de la cheminée. Symbolique, oui. Peut-être un peu théâtral. Mais parfois, il faut bien marquer les esprits. J'ai fait une dernière promenade dans la maison que j'avais payée. J'ai passé la main sur la table de la salle à manger, là où ils avaient ri de moi. J'ai regardé les photos de famille accrochées au mur. Des visages souriants, qui ne correspondaient pas à la réalité que je vivais. Dans le garage, j'ai vérifié que chaque outil était bien à sa place avant de les décrocher un à un pour les rangers dans ma vieille boîte à outils. À 2h17, j'ai chargé le dernier de mes effets personnels dans mon pick-up. Les détecteurs de mouvement du voisin se sont allumés pendant que je reculais dans l'allée. Pendant une fraction de seconde, j'ai repensé à tous ces dimanches après-midi passés à aider ce même voisin à installer ses lampes, réparer sa tondeuse ou redémarrer sa voiture en hiver. Drôle comme la vie fonctionne. Le lundi matin, j'ai conduit directement au bureau où la formation était censée avoir lieu. J'ai appelé mon superviseur pour lui dire que je n'y assisterais pas finalement. En fait, que je ne reviendrais pas du tout. Il semblait choqué, m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que c'était mieux que bien, pour la première fois depuis des années. Ensuite, j'ai éteint mon ancien téléphone, activé le nouveau, et envoyé un message à mon ami Jake pour lui dire que la mission était accomplie. J'ai posté une mise à jour rapide sur un compte privé que j'avais créé sur les réseaux sociaux, un compte que personne dans ma famille ne connaissait. À 9h30, j'étais assis sur le parking de mon nouveau lieu de travail, une entreprise concurrente qui cherchait à m'embaucher depuis des mois. La responsable RH a semblé surprise de me voir en personne plutôt qu'en appel téléphonique comme prévu. Je lui ai expliqué que les circonstances avaient changé. Elle a souri et m'a dit qu'on pouvait accélérer les formalités. Vers midi, un ancien collègue m'a appelé. Ruth s'était présentée au travail en me cherchant. Elle portait un peignoir, pleurait, criait que je les avais laissés sans rien. La sécurité a dû la raccompagner dehors. Sans rien, hein. Intéressant, venant de quelqu'un qui habite une maison avec 15 ans d'équité, 2 voitures payées par mois, et un tas de cartes de crédit qu'elle pensait que je ne connaissais pas. Mon téléphone s'est mis à exploser de messages. D'abord le numéro de Ruth, puis celui d'Émilie, ensuite des numéros inconnus, sûrement la famille de Ruth. Je les ai tous bloqués, sauf Oscar. Il n'a toujours pas essayé de me joindre. C'est la seule chose qui me serre encore un peu le cœur. Cela fait maintenant 3 jours. Je suis assis dans mon appartement. J'ai fait installer Internet aujourd'hui. Je me suis acheté une bonne chaise et une télé. J'ai même accroché mon vieux poster de Metallica que j'avais gardé en réserve, celui que Ruth m'avait fait enlever quand on s'est marié parce que c'était immature. Est-ce mesquin de dire que Hanté Sandman n'a jamais sonné aussi bien que maintenant, dans MON espace, sans personne pour me dire de baisser le volume? Peut-être. Mais comme le dit la chanson, Exit Light, Hanté Night. Certaines fins sont aussi des commencements. Cela fait 37 jours depuis que je suis parti. Ce matin, la première chose que j'ai remarqué, je n'ai pas regardé l'heure en me réveillant.
Pendant 22 ans, ma première pensée automatique au réveil a toujours été « Est-ce que je suis en retard ?» Cette fois, je me suis simplement réveillé, les yeux fixés au plafond de mon appartement, écoutant le bourdonnement du frigo. Personne pour soupirer bruyamment parce que je respire trop fort. Personne pour me demander pourquoi je n'ai pas encore réparé le robinet qui fuit. Juste le silence. Et ce silence, c'est le plus grand changement. Parfois, j'allume la télé juste pour avoir un bruit de fond. Vieille habitude d'une vie passée dans le chaos, j'imagine. Mon nouvel endroit commence à ressembler moins à une étape temporaire et plus à un vrai chez moi. J'ai enfin un vrai lit, et hier, j'ai trouvé un canapé convenable dans une boutique d'occasion et il ne sentait même pas la mort. De petites victoires. Mais vous n'êtes pas là pour mes aventures chez IKEA. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite. La première semaine, c'était comme assister à un carambolage à 5 voitures au ralenti, tout en étant en sécurité sur le bas-côté. Ruth a appelé mon nouveau téléphone 87 fois en 48 heures. Oui, j'ai compté. Je n'ai pas décroché une seule fois. Les messages vocaux ont commencé par des cris, puis des pleurs, ensuite du marchandage, et enfin des menaces. Les classiques étapes du deuil. Sauf que personne n'était mort, seulement son distributeur de billets avait pris la porte. Mon ancien collègue Mike m'a envoyé un résumé complet de la crise de Ruth au travail. Il m'a dit qu'elle s'était pointée en pantoufles et en peignoir, comme si elle venait de sortir du lit, avec le mascara coulant sur les joues, exigeant de savoir où j'étais. Quand la sécurité a essayé de l'évacuer, elle s'est mise à hurler que j'avais vidé les comptes et que je les avais laissés sans rien. Drôle de définition du « sans rien », sachant que je n'avais pris que ce qui me revenait de droit et que je versais la pension alimentaire d'Oscar depuis le premier jour. Mike m'a dit que tout le monde en parlait pendant des jours. Apparemment, les gars de mon ancien immeuble ont même lancé un pari, j'étais soit au Mexique, soit dans les bois à vivre comme un ermite. Comme quoi, après 15 ans, ils ne me connaissaient pas si bien. Le 9e jour, la première vraie complication est arrivée. Émilie a fait une vidéo TikTok à mon sujet. Elle a publié des captures d'écran de mes lettres, ajouté une musique de piano triste en fond. Elle m'a traité de tous les noms possibles. La légende disait quelque chose comme « Mon père nous a abandonnés à cause d'un trophée de blague ». Mot dièse masculinité toxique. Mot dièse père indigne. Mot dièse les hommes sont des déchets. Environ 6000 mentions j'aime avant qu'elle ne la supprime. Note en passant, si quelqu'un vous dit un jour que vous réagissez de manière excessive à une humiliation, montrez-lui à quelle vitesse il s'effondre quand il doit affronter ne serait-ce qu'une conséquence minime de ses actes. À la 2e semaine, la réalité a commencé à s'installer à la maison. J'ai reçu un message de Ruth à 23h47, un mardi soir. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Comment suis-je censé payer ça toute seule? Elle avait écrit. Je n'ai pas répondu. Elle finirait bien par trouver une solution. De la même manière que moi, j'avais trouvé comment subvenir à leurs besoins pendant plus de 20 ans, sans même un simple merci. Oscar m'a enfin écrit vers le 15e jour. Un simple message, « Salut papa. Le Wi-Fi ne marche plus et maman dit qu'on n'a pas les moyens de le réparer. Mes notes vont chuter si je ne peux pas faire mes devoirs. Première fissure dans mon armure. Je lui ai envoyé de l'argent pour la facture internet, directement au fournisseur. Je lui ai dit que j'allais mettre en place un paiement automatique pour ses besoins scolaires. Internet pour l'école, ce n'est pas négociable. Il m'a répondu avec un emoji pouce levé. Puis, 5 minutes plus tard, maman pleure beaucoup. Je suis resté assis dans mon pick-up, fixant ces 4 mots pendant un long moment. Le moteur de rage qui me portait depuis des semaines s'est mis à tousser. Pas parce que j'éprouvais de la peine pour Ruth, elle avait creusé son propre trou, mais parce qu'Oscar se retrouvait pris dans le souffle de l'explosion. Je lui ai répondu, désolé que tu aies à gérer ça. Ce n'est pas ton fardeau. Il a simplement écrit, ouais. Rien que ce mot. Mais il portait tout le poids d'un enfant qui se découvre soudain homme de la maison. Je me suis souvenu de ce que ça faisait, quand mon propre père était parti. Sauf que moi, je ne quittais pas Oscar. Je refusais simplement d'être encore le paillasson de sa mère. La 3e semaine, j'ai reçu une première lettre recommandée. Les papiers du divorce. Ruth demandait le divorce pour cause d'abandon. J'ai appelé l'avocat que j'avais consulté plus tôt, je lui ai envoyé tous les documents. Il ne semblait pas inquiet. Il m'a dit que toutes les preuves de mes contributions financières, et le fait que je continue à subvenir aux besoins d'Oscar, joueraient en ma faveur. Cette même semaine, j'ai croisé notre voisin Tom au magasin de bricolage. Gênant est un mot faible. Il se balançait d'un pied à l'autre comme s'il avait marché dans du chewing-gum.
Puis il a fini par me demander si les rumeurs étaient vraies, est-ce que j'avais vidé les comptes et laissé Ruth et les enfants sans abri? Je lui ai donné la version courte. Son visage est passé du soupçon à la compréhension en 30 secondes. Puis il m'a lâché une bombe, Émilie avait abandonné la fac et était retournée vivre chez sa mère. Ruth essayait de vendre ses sacs et chaussures de marque en ligne. La pelouse n'avait pas été tondue depuis des semaines. Le plaisir mesquin que j'aurais dû ressentir n'est jamais venu. À la place, il y avait ce vide, comme si j'avais gagné une course, que personne n'aurait dû courir. Le 23e jour, mon avocat m'a appelé. Ruth voulait un accord à l'amiable. Son avocat lui avait conseillé d'éviter un procès coûteux, et lui avait dit que ses accusations d'abandon financier ne tiendraient pas face aux preuves. Il proposait un rendez-vous pour discuter des conditions. J'ai accepté. On s'est retrouvés dans un café près de mon nouveau boulot, un terrain neutre. Rendez-vous fixé à 10 h samedi matin. Ruth est arrivée avec 20 minutes de retard. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval négligée, un jean, un pull simple. Rien à voir avec ses tenues habituelles soigneusement assorties. Plus de sacs de créateur non plus, juste un tote bag en toile. Elle n'a pas croisé mon regard au début. Elle se rongeait les ongles, comme elle le fait quand elle est nerveuse. Elle a commandé la chose la moins chère du menu. Elle n'a pas mentionné le trophée une seule fois. La conversation a été étonnamment calme. Presque clinique. Elle a exposé ce qu'elle voulait du divorce. J'ai répliqué avec ce que je trouvais juste. On a négocié comme dans un marché aux puces, sauf qu'on marchandait une vie entière ensemble. Puis elle a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle, l'idée de la vidéo du trophée venait d'elle. Pas d'Émilie. Le café s'est transformé en acide dans mon estomac. 22 ans ensemble, et elle avait orchestré mon humiliation publique en guise de cadeau d'anniversaire. Planifié. Filmé. Publié. En sachant très bien ce que cela me ferait. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a regardé sa tasse pendant un long moment, avant de répondre. Elle a dit qu'elle était en colère depuis des années. Qu'elle se sentait piégée dans une vie qu'elle n'avait jamais vraiment voulu. Qu'elle me reprochait de trop travailler, même si c'était mon travail qui gardait les lumières allumées. Elle a dit que le trophée était sa manière d'exprimer enfin ce qu'elle ressentait. Quand je lui ai dit qu'elle aurait pu tout simplement m'en parler, elle a ri. Vraiment ri. Et elle a dit qu'elle avait essayé, mais que je n'écoutais jamais. Révisionnisme pur. Sa manière de parler, c'était toujours des pics, des regards levés au ciel. Jamais une vraie conversation. On a conclu la rencontre avec un accord provisoire. Je garderais mon compte retraite et mon pick-up. Elle garderait la maison mais s'engagerait à la refinancer pour retirer mon nom. On se partagerait le reste des biens. Je continuerais à soutenir Oscar directement. En me levant pour partir, elle m'a demandé si c'était vraiment ce que je voulais. Si j'étais vraiment plus heureux à vivre seul dans un appartement minable que dans ma maison avec eux. Je lui ai dit la vérité, le trophée de la déception, pour moi, ce n'était pas une blague. C'était un reçu. Une confirmation de ce que je soupçonnais depuis des années. Que mes sacrifices ne comptaient pas. Que je n'étais rien d'autre qu'un portefeuille sur pattes. Et oui, mon appartement bon marché, sans mépris constant, était un paradis, comparé à une maison pleine de gens qui trouvaient mon humiliation amusante. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement hoché la tête et elle est partie. Le 30e jour, un nouveau rebondissement. Oscar m'a demandé s'il pouvait venir chez moi. Il voulait voir mon nouvel appartement. J'ai accepté tout de suite. Lorsqu'il est arrivé, il avait un sac à dos et un sac de sport. Mon cœur s'est serré. Est-ce que Ruth l'avait mis à la porte? Est-ce qu'il fuyait? En réalité, il voulait juste passer le week-end. Ruth avait accepté, contre toute attente. Il a regardé autour de mon appartement dépouillé, a hoché la tête d'un air approbateur en voyant mon mur d'outils, puis s'est affalé sur le canapé comme s'il y avait toujours vécu. Ce soir-là, on a commandé des pizzas et regardé des vidéos YouTube idiotes. Il m'a montré ses dernières réussites dans ses jeux, je lui ai montré comment j'avais organisé mon nouvel espace de travail. Des choses simples entre père et fils, sauf que rien dans tout cela n'était vraiment simple. Avant d'aller se coucher, il m'a posé la question que je redoutais, est-ce que tu vas rentrer à la maison un jour? Je lui ai dit la vérité. Que la maison n'était pas un lieu, mais un sentiment. Et que je ne m'étais plus senti chez moi, dans cette maison-là, depuis des années. Que je serais toujours son père, mais que je ne pouvais plus être le mari de Ruth. Il a hoché la tête, m'a dit qu'il comprenait. Puis il a sorti quelque chose de son sac à dos et me l'a tendu. C'était le trophée.
Ce foutu trophée en plastique. Celui qui avait tout fait basculer. Il m'a dit qu'Émilie l'avait retiré de la cheminée après mon départ, qu'elle l'avait lancé contre le mur. Il était légèrement fissuré maintenant, mais encore entier. Il l'avait sauvé de la poubelle, même s'il ne savait pas vraiment pourquoi. Je l'ai tourné entre mes mains. Une chose si petite, si bon marché, pour mettre fin à 22 ans de mariage. Mais au fond, il ne s'était jamais agi du trophée. C'était ce qu'il représentait. Je l'ai remercié de me l'avoir rapporté, et je l'ai posé sur mon étagère. Un rappel. Le lendemain matin, Ruth a appelé pendant qu'Oscar dormait encore. Elle était étonnamment calme. Elle m'a demandé comment il allait, s'il avait besoin de quelque chose. Puis elle a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Elle avait commencé une thérapie. Elle a dit que sa thérapeute lui avait demandé de faire une liste de toutes les façons dont elle avait contribué à la dégradation de notre mariage. Elle a ajouté que la liste était plus longue qu'elle ne l'aurait cru. Elle m'a dit qu'elle ne me demandait pas de revenir, qu'elle savait que ce bateau avait déjà coulé, mais qu'elle voulait que je sache qu'elle essayait de comprendre pourquoi tout s'était effondré. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste dit, d'accord. Et j'ai promis de ramener Oscar avant le dîner. Et voilà où on en est aujourd'hui. 37e jour. Les papiers du divorce sont en cours. Je m'installe peu à peu dans ma nouvelle routine. Le travail se passe bien. Apparemment, quand on n'est pas constamment stressé à l'idée d'être une déception, on est meilleur dans ce qu'on fait. Mon appartement commence à vraiment m'appartenir. Émilie ne m'a toujours pas adressé la parole directement. Ruth m'envoie parfois des messages à propos d'Oscar ou pour des détails liés au divorce, rien de plus. Oscar vient un week-end sur 2, maintenant. On travaille ensemble sur la restauration d'une voiture. Une Mustang 67, plus rouillée que roulante pour l'instant. Ça nous donne un objectif, un projet, autre que l'éléphant au milieu de la pièce. Hier, il m'a demandé si on pouvait essayer de réparer la poignée de la portière côté passager. Il a dit, peut-être qu'un jour, ma sœur voudra faire un tour avec. C'était la première fois qu'il évoquait une éventuelle réconciliation entre Émilie et moi. De petits pas. Le trophée est toujours sur mon étagère. Parfois, je le regarde, et je ressens encore une pointe de colère. Mais la plupart du temps, il me rappelle que j'ai eu le courage de reconstruire mon propre moteur alors qu'il tournait à vide. Est-ce une fin heureuse? Je ne sais pas. Mais c'est une fin honnête. Parfois, il faut faire exploser sa vie pour se rappeler ce qui compte vraiment. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.